Gancho initial. Dans les registres paroissiaux de la Louisiane centrale, entre 1837 et 1842, apparaît un détail que les archivistes préfèrent généralement omettre. Pendant 5 années consécutives, la plantation Belle-Rive n'a enregistré aucun propriétaire adulte dans ses documents officiels, seulement le nom d'un enfant de 12 ans comme administrateur principal. Les témoignages fragmentés qui subsistent de cette période parlent de marques inhabituelles sur les corps des esclaves vendus plus tard, de silences inexplicables dans les correspondances familiales et d'un système de punition si méthodique qu'il semblait avoir été conçu par quelqu'un d'infiniment plus expérimenté. C'est à intégrer naturellement. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits historiques troublants. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville nous écoutez-vous aujourd'hui? Revenons maintenant à cette histoire que les descendants de Belle-Rive ont tenté d'effacer pendant plus d'un siècle. Contextualisation historique et géographique. Au début des années 1830, la Louisiane représentait le cœur battant de l'économie cotonnière américaine. Le long du fleuve Mississippi et de ses affluents sinueux, des centaines de plantations s'étendaient sur des milliers d'hectares, transformant la terre riche en or blanc. La région autour de Bâton Rouge abritait certaines des propriétés les plus prospères de l'État, là où les familles créoles françaises côtoyaient les nouveaux arrivants américains dans une société rigidement stratifiée. La plantation Belle-Rive s'étalait sur près de 2000 hectares de terres fertiles le long d'un méandre paresseux du fleuve. Établie en 1789 par la famille Belle-Rive, elle avait prospéré pendant 3 générations, cultivant principalement le coton, mais aussi la canne à sucre dans les parcelles les plus humides. En 1836, la propriété employait 143 esclaves répartis entre les champs, les ateliers et la grande maison de style néoclassique qui dominait la propriété depuis une légère élévation. Édouard Belle-Rive, le propriétaire de la 3e génération, était connu dans toute la paroisse comme un homme méticuleux et distant. Contrairement à beaucoup de planteurs qui préféraient déléguer la gestion quotidienne à des contremaîtres, Édouard supervisait personnellement chaque aspect de son domaine. Il tenait des registres détaillés de chaque esclave, notant leurs capacités, leurs faiblesses, leur productivité. Ces cahiers, conservés miraculeusement dans les archives de l'Université d'État de Louisiane, révèlent une obsession presque scientifique pour l'optimisation du rendement humain. Son épouse, Catherine Belle-Rive, née Dufresne, venait d'une famille créole établie à la Nouvelle-Orléans. Elle s'occupait de la maison avec une efficacité glaciale, supervisant les esclaves domestiques avec des règles strictes et une intolérance absolue pour la moindre imperfection. Les rares lettres qu'elle envoyait à sa sœur à la Nouvelle-Orléans décrivent une femme préoccupée avant tout par les apparences et le maintien du statut social de la famille. Leur fils unique, Augustin Belle-Rive, était né en 1825. Dès son plus jeune âge, l'enfant avait été éduqué selon les principes rigides de son père. Pas de tendresse excessive, pas d'indulgence. Édouard croyait fermement que pour hériter d'une plantation, un garçon devait être formé dès le berceau à la dureté nécessaire pour maintenir l'ordre parmi une population d'esclaves bien supérieure en nombre. À 6 ans, Augustin assistait déjà aux punitions publiques. À 8 ans, il accompagnait son père lors des inspections quotidiennes. À 10 ans, on lui avait donné son premier fouet. La grande maison de Belle-Rive incarnait l'architecture de plantation typique de l'époque. 2 étages de galeries à colonnes blanches, de hautes fenêtres, protégées par des volets verts, des plafonds de 4 mètres pour combattre la chaleur étouffante de l'été louisianais. À l'intérieur, les meubles importés de France côtoyaient les œuvres d'artisans locaux. Mais derrière cette façade de civilisation se cachait la machinerie implacable qui transformait le labeur humain en profit considérable. Les quartiers des esclaves s'alignaient à 500 mètres de la maison principale, dissimulés par une rangée de chênes centenaires drapés de mousse espagnole. 40 cabanes en bois brut, chacune abritant entre 3 et 5 personnes, formaient 2 rangées parallèles. Au centre, un espace ouvert servait aux rassemblements obligatoires chaque matin et chaque soir. C'était là qu'Édouard tenait ses comptes quotidiens,
vérifiant que chaque esclave était présent, en bonne santé, prêt à travailler. L'année 1836 avait été particulièrement prospère. Les cours du coton atteignaient des sommets à Liverpool, et les Bellerive avaient considérablement étendu leur culture. Édouard avait acheté 20 nouveaux esclaves lors d'une vente à la Nouvelle-Orléans, investissant une partie considérable de ses bénéfices dans ce qu'il appelait son capital humain. Il planifiait d'étendre encore la propriété, d'acheter les terres adjacentes d'un voisin endetté. Mais en novembre 1836, tout bascula. Le fait sombre initial. La fièvre jaune frappait la Louisiane presque chaque été, transportée par les moustiques qui pullulaient dans les bayous et les zones marécageuses. Les médecins de l'époque ne comprenaient pas la transmission de la maladie, attribuant les épidémies au miasme, aux vapeurs nocturnes, au déséquilibre des humeurs corporelles. Les riches tentaient de fuir vers des régions plus élevées pendant les mois dangereux. Les pauvres, les esclaves, n'avaient pas cette option. En novembre 1836, une épidémie particulièrement virulente se déclara dans la région de Bâton Rouge. Contrairement aux poussées estivales habituelles, celle-ci survint tard dans la saison, prenant tout le monde par surprise. En l'espace de 3 semaines, plus de 200 personnes moururent dans les paroisses environnantes. Édouard Bellerive tomba malade le 12 novembre. Les symptômes classiques apparurent rapidement. Forte fièvre, douleurs musculaires intenses, jaunissement de la peau et des yeux. Catherine fit immédiatement venir le docteur Renaud, un médecin français établi à Bâton Rouge, mais il ne put que confirmer le diagnostic et proposer les traitements inutiles de l'époque. Saignée, purge, application de cataplasme. Édouard délirait dans son lit, sa peau prenant cette teinte jaune caractéristique qui donnait son nom à la maladie. Catherine elle-même commença à présenter des symptômes le 15 novembre. En 3 jours, les 2 parents d'Augustin étaient alités, incapables de se lever, oscillant entre conscience et délire fébrile. Le 18 novembre au matin, Édouard Bellerive mourut. Sa femme Catherine le suivit dans la tombe 36 heures plus tard, le 19 au soir. Augustin Bellerive, âgé de 11 ans et 2 mois, se retrouva orphelin du jour au lendemain. Les funérailles furent expédiées rapidement, comme c'était la coutume lors des épidémies. Les corps furent enterrés dans le caveau familial situé à l'extrémité est de la propriété, sous un grand chêne plusieurs fois centenaire. Peu de voisins assistèrent à la cérémonie par peur de la contagion. Le révérend Patterson de l'église épiscopale de Bâton Rouge prononça les prières habituelles devant une assemblée clairsemée. Selon la loi louisianaise de l'époque, Augustin héritait automatiquement de la propriété de son père, mais à 11 ans, il était considéré comme mineur et devait théoriquement être placé sous tutelle jusqu'à sa majorité. Les parents les plus proches des Bellerive vivaient en France, où la famille d'Édouard était originaire. Les Dufresne, la famille maternelle, résidaient à la Nouvelle-Orléans, mais entretenaient des relations distantes avec les Bellerive depuis des années, suite à des désaccords sur des questions d'héritage. Les semaines qui suivirent la mort des parents révélèrent un vide administratif troublant. Le notaire de la famille, maître Hébert, un homme âgé établi à Bâton Rouge, se rendit à Bellerive une semaine après les funérailles pour évaluer la situation. Il s'attendait à trouver le chaos, une propriété en dérive, des esclaves potentiellement incontrôlables en l'absence de maître. Ce qu'il découvrit le déconcerta profondément. La plantation fonctionnait exactement comme avant. Les esclaves travaillaient aux champs selon les horaires habituels, les récoltes étaient entreposées correctement. Les registres étaient tenus à jour. Et au centre de cette machine bien huilée se tenait Augustin Bellerive, un garçon mince aux cheveux châtains et aux yeux d'un bleu glacial qu'il tenait de sa mère. Hébert rapporta plus tard dans une lettre à un collègue de la Nouvelle-Orléans son trouble face à la scène. L'enfant le reçut dans le bureau de son père, assis derrière le grand bureau en acajou, les cahiers de comptabilité étalés devant lui. Augustin discuta de la gestion de la propriété avec une maîtrise qui sidéra le notaire. Il connaissait le nom de chaque esclave, leur fonction, leur productivité. Il avait déjà planifié les rotations de culture pour l'année suivante.
Il expliqua calmement qu'il n'avait besoin d'aucun tuteur, qu'il était parfaitement capable de gérer Bellerive seul. Hébert tenta d'expliquer les obligations légales, la nécessité d'un adulte pour superviser les affaires, au moins formellement. Augustin écouta poliment, puis sortit une lettre qu'il avait préparée. Elle était adressée au juge du tribunal paroissial, rédigée dans un français impeccable, argumentant que la nomination d'un tuteur extérieur mettrait en péril la prospérité de Bellerive, que lui seul connaissait intimement le fonctionnement de la propriété, que son père l'avait formé précisément pour ce moment. Le notaire, déstabilisé par cette précocité troublante, promit de présenter la requête. En vérité, comme il l'avoua dans sa correspondance privée, il ne savait pas comment réagir face à cet enfant qui parlait et raisonnait comme un homme de 40 ans. Le juge Caldwell, qui présidait le tribunal paroissial, accorda une audience en décembre 1836. Augustin se présenta seul, vêtu du costume noir de son père, soigneusement ajusté à sa taille. Devant le tribunal, il plaida sa cause avec une éloquence remarquable. Il cita les lois de propriété, les précédents juridiques, la rentabilité démontrée de Bellerive. Il proposa un compromis. Maître Hébert servirait de tuteur légal nominal, mais sans pouvoir d'intervention dans la gestion quotidienne de la propriété, sauf approbation des transactions financières majeures. Le juge Caldwell, confronté à une situation sans précédent clair, accorda une tutelle limitée. Dans ses notes personnelles, retrouvées un siècle plus tard, il écrivit « Cet enfant possède une intelligence remarquable, peut-être même inquiétante. J'ai accordé cet arrangement inhabituel parce que l'alternative, placer la propriété sous administration externe, risquerait de détruire une entreprise prospère. Mais je ne peux m'empêcher de me demander quel genre d'homme cet enfant deviendra. » Ainsi, en janvier 1837, Augustin Bellerive devint, à 11 ans et 3 mois, le maître de facto d'une plantation de 2000 hectares et de 143 âmes humaines réduites en esclavage. Ce qui suivit dépassa les pires craintes du juge Caldwell. Sombre du passé. Les premiers mois de l'administration d'Augustin passèrent sans incident notable aux yeux du monde extérieur. Les rapports d'Hébert au tribunal indiquaient que la propriété fonctionnait normalement, que les revenus restaient stables, que le jeune maître démontrait des capacités de gestion surprenantes. Les voisins planteurs, initialement sceptiques, commencèrent à parler avec un mélange d'admiration et de malaise de cet enfant prodige. Mais à l'intérieur des limites de Bellerive, quelque chose de profondément troublant prenait forme. Augustin n'avait jamais été un enfant ordinaire. Son père l'avait élevé dans une discipline de fer, éliminant systématiquement toute trace d'empathie ou de sentimentalité qu'il considérait comme des faiblesses. Édouard avait enseigné à son fils que les esclaves n'étaient pas véritablement des personnes, mais des outils vivants, des investissements à optimiser, des ressources à exploiter avec la même froide rationalité qu'on gérerait des chevaux ou du bétail. Mais là où Édouard tempérait sa cruauté par une certaine pragmatisme économique, un esclave trop blessé ne pouvait pas travailler efficacement. Augustin développa quelque chose de différent. L'enfant avait assimilé les leçons de son père sur le pouvoir et la domination, mais sans avoir développé les freins psychologiques que l'expérience et la maturité auraient normalement apportés. À 12 ans, Augustin possédait un pouvoir absolu sur 143 êtres humains, sans supervision réelle, sans contrainte morale, sans personne pour modérer ses impulsions. Les premières manifestations de ce qui allait suivre furent subtiles. Augustin institua un nouveau système de règles, plus détaillé et plus strict que celui de son père. Chaque esclave reçut un cahier des obligations qu'il devait mémoriser, horaire précis pour chaque tâche, quota de travail spécifique, comportement exigé en présence du maître. Les punitions pour les infractions furent codifiées avec une précision méticuleuse. Un esclave qui arrivait en retard au rassemblement matinal recevait 5 coups de fouet pour la première minute de retard, 10 pour la deuxième, 15 pour la troisième. Un esclave qui ne remplissait pas son quota de cueillette de coton était privé de ration du soir. Un esclave surpris à parler sans permission pendant les heures de travail devait passer une nuit entière debout dans le pilori installé au centre des quartiers. Mais ces règles,
aussi dures soient-elles, restaient dans les normes de l'époque, hélas. Ce qui distinguait le régime d'Augustin n'était pas la sévérité des punitions en soi, mais quelque chose de plus insidieux. La méthodologie avec laquelle elles étaient appliquées. Augustin avait hérité de son père une fascination pour la documentation et l'expérimentation. Dans les cahiers qu'il tenait religieusement, retrouvés partiellement dans les archives, il notait chaque punition avec un détail clinique. Le type d'infraction, la punition appliquée, la réaction de l'esclave, l'effet sur son comportement ultérieur. Il testait différentes approches, comme un naturaliste étudiant des spécimens. Il découvrit rapidement que la douleur physique, bien que efficace à court terme, n'était pas la forme de contrôle la plus puissante. La peur psychologique, l'humiliation publique, l'imprévisibilité des conséquences, ces méthodes produisaient une soumission plus profonde et plus durable. Augustin institua ce qu'il appelait dans ses notes le système des privilèges arbitraires. Un esclave pouvait recevoir une ration supplémentaire un jour pour un travail exemplaire, puis être sévèrement puni le lendemain pour la même performance, sans explication. Cette incohérence délibérée créait un état d'anxiété constant, une impossibilité de prédire ce qui déclencherait la colère du jeune maître. Il jouait les esclaves les uns contre les autres avec une habileté précoce. Il désignait des surveillants temporaires parmi eux, leur donnant un pouvoir éphémère sur leurs compagnons, puis les démettait brusquement, les transformant à nouveau en victimes potentielles. Cette rotation constante empêchait la formation de solidarité stable. Les esclaves domestiques, ceux qui travaillaient à la grande maison, rapportèrent plus tard, des décennies après, lorsque quelques survivants acceptèrent enfin de témoigner, qu'Augustin observait constamment. Il notait qui parlait à qui semblait former des amitiés, qui regardaient avec ressentiment. Puis il séparait méthodiquement ces alliances, transférant les individus à différentes tâches, utilisant la menace de séparation familiale comme levier de contrôle. Un incident particulier, documenté dans les témoignages oraux collectés bien plus tard, illustre la nature troublante de son règne. En mars 1837, un esclave nommé Samuel, un homme d'une trentaine d'années qui travaillait comme forgeron sur la propriété, commit une erreur mineure. Il laissa refroidir le fer trop longtemps avant de le travailler, gaspillant ainsi du combustible. Dans des circonstances normales, cela aurait mérité une réprimande, peut-être quelques coups de fouet. Augustin convoqua l'ensemble des esclaves au rassemblement du soir. Debout sur une estrade improvisée, le garçon de 12 ans expliqua calmement que l'inefficacité était intolérable, que chaque ressource gaspillée affectait la prospérité de Bellerive. Puis il annonça la punition. Samuel devrait passer 3 jours et 3 nuits debout dans le pilori, exposé aux éléments, sans nourriture ni eau. Ce qui glaça l'assistance ne fut pas la sévérité de la sentence, de telles punitions existaient ailleurs, mais la manière dont Augustin la prononça. Pas de colère, pas d'émotion. Juste une voix claire et enfantine énonçant une décision calculée comme on réciterait une formule mathématique. Samuel survécut à peine. Mais l'incident établit quelque chose de fondamental. Sous le règne de cet enfant, la cruauté n'était pas émotionnelle mais méthodique, pas impulsive mais réfléchie. Au printemps 1837, les premières rumeurs commencèrent à circuler dans la région. Des esclaves d'autres plantations, qui communiquaient clandestinement pendant les rares occasions où les propriétaires les autorisaient à se déplacer, rapportèrent des histoires troublantes. À Bellerive, disait-il, quelque chose n'allait pas. Les gens avaient peur d'une manière différente. Il y avait une tension dans l'air, une terreur sourde qui imprégnait chaque interaction. C'était à deux, intégré naturellement. Si ce récit vous fait frissonner, laissez un like et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire troublante. Croyez-vous qu'un enfant puisse vraiment exercer une telle cruauté méthodique ? Développement du mystère. L'été de 1837 apporta une chaleur accablante en Louisiane. Les températures dépassaient régulièrement 35 degrés à l'ombre et l'humidité transformait l'air en une soupe étouffante. C'était la saison des récoltes de coton,
le moment le plus exigeant de l'année, où chaque esclave devait travailler depuis l'aube jusqu'au crépuscule dans les champs brûlants. Augustin intensifia les quotas. Là où son père exigeait 70 kg de coton brut par personne et par jour, le garçon porta ce chiffre à 90. Ceux qui n'atteignaient pas l'objectif voyaient leur ration réduite, une spirale descendante où la faim rendait le travail encore plus difficile le lendemain. Mais c'est pendant cet été que le comportement d'Augustin prit une tournure particulièrement inquiétante. Il développa ce qu'on ne peut décrire autrement que comme des expérimentations psychologiques. Dans ses cahiers, découverts partiellement lors de la liquidation de la succession Bellerive dans les années 1960, Augustin notait des observations détaillées sur ce qu'il appelait l'optimisation de la productivité par la gestion de l'espérance. Il avait découvert que l'espoir était une variable puissante dans le contrôle humain. Il institua un système de jours de grâce aléatoires. Sans avertissement préalable, il annonçait parfois qu'un dimanche serait un jour de repos complet, avec des rations doubles. Les esclaves, habitués aux privations constantes, accueillaient ces jours avec un soulagement intense. Mais Augustin alternait imprévisiblement entre ces moments de relative clémence et des périodes de durcissement brutal. L'effet était dévastateur psychologiquement. Les esclaves ne pouvaient jamais savoir s'ils devaient résister ou espérer, se rebeller ou attendre que les choses s'améliorent. Un témoignage particulièrement troublant vient d'une source indirecte. En 1887, 50 ans après les événements, un ancien esclave nommé Jonas, qui avait été enfant à Bellerive avant d'être vendu à une autre plantation en 1840, témoigna devant un journaliste qui documentait les mémoires d'anciens esclaves. Bien que son récit ne mentionne pas explicitement le nom de Bellerive ou d'Augustin, probablement par peur persistante ou par accord avec l'intervieweur, les détails correspondent de manière troublante. Jonas raconta qu'à l'âge de 8 ans, il travaillait comme domestique dans une grande maison où le maître était un garçon pas beaucoup plus vieux que moi. Il décrivit comment ce jeune maître organisait ce qu'il appelait des leçons d'obéissance pour les enfants esclaves. Il les rassemblait dans la cour derrière la maison et leur posait des questions impossibles, des énigmes sans réponse correcte. Puis, il punissait ceux qui se trompaient, c'est-à-dire tous, devant les autres. Pas physiquement, précisa Jonas, mais d'autres manières. Les forcer à rester debout sous le soleil pendant des heures, les priver de nourriture, les séparer de leurs parents pendant plusieurs jours. Il voulait qu'on comprenne quelque chose, témoigna Jonas, sa voix tremblant encore après un demi-siècle. Il voulait qu'on sache qu'il n'y avait pas de règles, pas de moyen de gagner, qu'on serait toujours à sa merci, quoi qu'on fasse. C'était pas juste la cruauté ordinaire. C'était comme s'il étudiait nos réactions, comme un garçon qui arrache les ailes des mouches pour voir comment elles se débattent. En juillet 1837, un incident marqua un tournant dans l'histoire de Bellerive. Une femme esclave nommée Rachel, qui travaillait aux cuisines de la grande maison, tenta de s'enfuir. Les évasions n'étaient pas rares dans les plantations du Sud, bien qu'elles soient presque toujours vouées à l'échec. Les patrouilles de chasseurs d'esclaves parcouraient les routes, les chiens pisteurs suivaient les traces, et le système des laissez-passer rendait pratiquement impossible pour un esclave de se déplacer sans éveiller les soupçons. Rachel fut capturée 3 jours après sa fuite, à seulement 20 km de Bellerive. Le chasseur d'esclaves qui la ramena s'attendait à recevoir sa prime habituelle de $50 et à voir la femme recevoir la punition standard. Fouettage public, marquage au fer, peut-être vente à une plantation plus au sud. Mais Augustin avait d'autres plans. Il paya le chasseur et fit enfermer Rachel dans une petite remise en bois près des quartiers des esclaves. Puis il attendit. Pendant 3 jours, il ne fit rien. Les esclaves, tendus, savaient qu'une punition terrible arriverait, mais l'attente elle-même devenait une forme de torture psychologique. Le 4e jour, Augustin convoqua l'ensemble de la population servile. 143 personnes rassemblées dans la cour centrale, en plein midi, sous un soleil écrasant. Le garçon se tenait devant eux, Rachel à ses côtés, les mains liées. Ce qu'il fit alors ne fut pas une violence directe,
mais quelque chose de plus pervers. Il annonça que Rachel serait effectivement punie, mais que la forme de sa punition serait déterminée par vote. Il demanda aux esclaves eux-mêmes de choisir 10 jours de travail forcé supplémentaires pour tous, ou 15 coups de fouet pour Rachel seule. Le silence qui suivit était, selon les témoignages, presque physiquement oppressant. Augustin avait transformé la communauté d'esclaves en complices de leur propre oppression. S'il votait pour punir Rachel, il trahissait l'une des leurs. S'il choisissait la punition collective, Rachel souffrirait indirectement de leur ressentiment. Finalement, terrorisé par l'ambiguïté de la situation et ne sachant quelle réponse Augustin voulait réellement, une majorité vota pour les coups de fouet. Rachel reçut sa punition publiquement, administrée par le contremaître blanc qu'Augustin avait gardé pour les tâches physiques qu'il ne pouvait accomplir lui-même. Mais le véritable coup de génie diabolique vint après. Augustin annonça qu'il était déçu du choix de la communauté, qu'il avait espéré voir plus de solidarité. En guise de leçon, tous recevraient finalement 5 jours de travail supplémentaires, en plus de la punition de Rachel. L'effet psychologique fut dévastateur. La communauté d'esclaves se fragmenta. Certains en voulurent à Rachel d'avoir tenté de s'enfuir. D'autres reprochèrent à ceux qui avaient voté pour les coups de fouet. D'autres encore réalisèrent, avec une terreur croissante, qu'il n'y avait jamais eu de bon choix, que l'exercice entier était conçu pour détruire leur cohésion. Les mois suivants virent une détérioration progressive des conditions à Bellerive. Augustin continuait d'expérimenter, testant les limites de ce qu'il pouvait imposer, observant comment les êtres humains sous sa domination réagissaient à différents types de stress. Il institua un système de privilèges hérités où les enfants des esclaves les plus dociles recevaient de meilleures conditions, créant une hiérarchie interne et incitant les parents à surveiller et contrôler leurs propres enfants pour protéger leurs avantages minuscules. Il organisait des tribunaux où des esclaves devaient juger les infractions présumées de leur père, transformant les victimes en instruments de leur propre oppression. Il utilisait la nourriture, le sommeil et l'affection familiale comme variables dans ses expériences, notant méticuleusement dans ses cahiers comment différents niveaux de privation affectaient la productivité et le comportement. Mais malgré tout cela, la façade externe de Bellerive restait impeccable. Les rapports mensuels d'Hébert au tribunal indiquaient des revenus stables, parfois même en hausse. Le coton était récolté, trié, expédié. Les comptes étaient en ordre. Aux yeux du monde extérieur, la plantation continuait de prospérer sous la gestion de son jeune maître prodige. Ce n'est qu'à l'automne 1837 que les premières fissures dans cette façade commencèrent à apparaître. En octobre, le docteur Renaud, qui avait soigné les parents d'Augustin, fut appelé à Bellerive pour traiter plusieurs esclaves malades. Ce qu'il vit lors de cette visite le troubla suffisamment pour qu'il en discute avec Hébert. Les esclaves présentaient des signes de malnutrition sévère, bien que les réserves de nourriture de la plantation semblent adéquates. Plusieurs montraient des traces de blessures anciennes qui n'avaient pas été correctement soignées. Mais plus troublant encore, le médecin nota dans son journal personnel que les esclaves semblaient terrorisés d'une manière qu'ils n'avaient jamais observée ailleurs. « Ils ne parlent pas, même pour répondre à mes questions médicales », écrivit-il. « Ils regardent constamment vers la maison, comme s'ils s'attendaient à ce que quelqu'un les observe. J'ai soigné des esclaves sur des dizaines de plantations, et bien sûr, ils sont tous dans une position terrible, mais ceci est différent. C'est comme s'ils avaient été brisés d'une manière fondamentale. » Renaud partagea ses préoccupations avec Hébert, mais le notaire se trouva dans une position difficile. Légalement, un maître avait une autorité presque totale sur ses esclaves. Tant qu'Augustin ne commettait pas de violations flagrantes, et ses méthodes, aussi troublantes soient-elles, restaient techniquement dans les limites floues de ce qui était considéré comme acceptable à l'époque, il n'y avait pas de base légale pour intervenir. De plus, Hébert était conscient d'une réalité pragmatique. La richesse considérable de Bellerive lui générait des honoraires substantiels. Une intervention trop agressive pourrait mettre en péril cet arrangement lucratif.
En novembre 1837, un événement externe força temporairement Augustin à modérer son comportement. Son oncle maternel, Armand Dufresne, décida de rendre visite depuis la Nouvelle-Orléans. Armand était un homme d'affaires prospère qui avait entendu des rumeurs troublantes sur la gestion de son neveu. En tant que parent le plus proche d'Augustin, il se sentait une certaine obligation morale de vérifier la situation. La visite dura 3 jours, pendant lesquels Augustin déploya des efforts considérables pour présenter une façade de normalité. Les esclaves reçurent l'instruction de paraître satisfaits, de travailler avec enthousiasme, de ne rien révéler sous peine de punition terrible. Armand, un homme au jugement perspicace, sentit que quelque chose n'allait pas, mais ne put identifier précisément le problème. La plantation fonctionnait efficacement, les comptes étaient en ordre. Augustin lui-même se comportait avec une courtoisie irréprochable. Les esclaves semblaient certes craintifs, mais Armand attribua cela à la dureté normale du système d'esclavage, plutôt qu'à quelque chose de spécifique à Bellerive. Avant de partir, Armand eut une conversation privée avec Augustin dans le bureau d'Édouard. Il conseilla au garçon de considérer l'embauche d'un contremaître plus expérimenté, de déléguer davantage, de ne pas porter tout le poids de la gestion sur ses jeunes épaules. Augustin écouta poliment, remercia son oncle pour ses conseils et promit d'y réfléchir. Puis, dès qu'Armand fut parti, Augustin punit sévèrement 2 esclaves qui avaient, selon lui, paru trop nerveux pendant la visite, risquant ainsi d'éveiller les soupçons de son oncle. L'hiver de 1837 à 1838 fut particulièrement rigoureux en Louisiane. Les températures descendirent bien en dessous de 0, chose rare dans cette région. Les cabanes des esclaves, construites sommairement avec du bois brut et sans isolation adéquate, offraient peu de protection contre le froid mordant. Augustin réduisit les rations de bois de chauffage, expliquant que les réserves devaient être conservées pour la grande maison et les ateliers essentiels. Les esclaves, déjà affaiblis par des mois de malnutrition et de travail excessif, souffrirent terriblement. Plusieurs développèrent des pneumonies. 2 enfants en bas âge moururent de froid et de maladie. Ces morts étaient techniquement attribuables aux conditions climatiques exceptionnelles, et Augustin les enregistra comme tels dans ses livres. Mais dans ses cahiers personnels, il nota avec un détachement clinique comment les privations hivernales avaient affecté différemment les individus, quelles constitutions avaient mieux résisté, quels âges étaient les plus vulnérables. Au printemps de 1838, alors qu'Augustin approchait de ses 13 ans, un schéma troublant émergea dans les registres de vente d'esclaves de la région. Plusieurs négociants notèrent que les esclaves vendus par Bellerive, Augustin en vendait régulièrement quelques-uns pour acheter de nouveaux spécimens, comme il les appelait, présentaient des comportements inhabituels. Ils étaient excessivement dociles, presque apathiques. Certains montraient des signes de troubles psychologiques, mutisme, regards absents, sursauts au moindre bruit. Un marchand de la Nouvelle-Orléans écrivit dans son journal qu'il avait acheté 3 esclaves de Bellerive à bon prix parce qu'ils semblaient cassés au-delà de la normale. Il réussit à les revendre avec profit à des acheteurs moins scrupuleux, mais nota que ces individus portaient une sorte de marque invisible, une terreur dans les yeux qui ne s'expliquait pas par les cicatrices physiques seules. Augmentation de la tension. L'été de 1838 marqua l'apogée du règne d'Augustin à Bellerive et le début de sa chute éventuelle. En mai de cette année-là, Augustin eut 13 ans. Selon les standards de l'époque, il approchait de l'adolescence, ce moment où un garçon commençait à être considéré comme un jeune homme. Mais au lieu de tempérer son comportement avec l'âge, Augustin sembla au contraire perdre ce qui restait de retenue. Il développa ce qu'on ne peut décrire que comme une obsession pour l'efficacité systématique du contrôle humain. Dans ses cahiers de cette période, les entrées deviennent plus détaillées, presque frénétiques. Il décrit des expériences où il testait combien de temps un être humain pouvait travailler sans repos, quelle quantité minimale de nourriture permettait de maintenir la productivité, comment différentes formes de punition affectaient le comportement à long terme.
Ce qui rend ces cahiers particulièrement troublants n'est pas seulement le contenu, mais le ton. Augustin écrivait avec l'enthousiasme d'un scientifique découvrant de nouveaux territoires. Il ne semblait pas conscient, ou peut-être était-il complètement indifférent, au fait qu'il documentait la torture systématique d'êtres humains. En juin 1838, un incident déclencha une série d'événements qui allaient finalement exposer la réalité de Bellerive au monde extérieur. Un esclave nommé Thomas, un homme dans la cinquantaine qui avait passé toute sa vie à Bellerive, servait depuis des années les parents d'Augustin à la maison. Thomas avait été le valet personnel d'Édouard, un poste qui lui conférait un certain statut relatif dans la hiérarchie des esclaves. Après la mort d'Édouard, Augustin avait gardé Thomas dans ses fonctions, mais le vieil homme avait progressivement perdu ses privilèges. Thomas commit l'erreur de renverser du café sur un livre qu'Augustin lisait au petit déjeuner. Un accident banal, le genre d'incident qui aurait normalement mérité une réprimande, peut-être une gifle. Augustin resta silencieux un long moment, regardant le café se répandre sur les pages. Puis il se leva calmement et annonça qu'en guise de punition, Thomas serait dégradé au rang d'ouvrier des champs pour 1 mois. Ce qui sembla d'abord une punition relativement modérée, révéla rapidement sa véritable nature. Thomas, à 55 ans, n'avait pas travaillé dans les champs depuis des décennies. Son corps, bien que toujours vigoureux pour son âge, n'était pas conditionné pour le labeur physique intense sous le soleil accablant de juin. Les quotas d'Augustin ne faisaient aucune exception pour l'âge ou la condition physique. Pendant les 2 premières semaines, Thomas tenta vaillamment de remplir ses objectifs. Il échouait régulièrement, recevant les punitions associées, rations réduites, sommeil écourté, humiliation publique. Son état physique se détériora rapidement. Les autres esclaves, qui respectaient Thomas pour sa dignité et sa gentillesse, observaient son déclin avec une horreur impuissante. Augustin, quant à lui, documentait l'expérience avec son détachement habituel, notant comment l'âge affectait la capacité d'adaptation à un travail physiquement exigeant. La 3e semaine de juillet, Thomas s'effondra dans les champs. Le soleil de midi avait atteint près de 40 degrés et le vieil homme, déshydraté et épuisé, perdit conscience. Les autres esclaves le transportèrent à l'ombre et tentèrent de le ranimer, mais Thomas ne reprit jamais complètement conscience. Il mourut le lendemain à l'infirmerie sommaire des quartiers des esclaves. Augustin enregistra la mort comme résultant d'un épuisement dû à la chaleur exacerbée par l'âge avancé du sujet. Techniquement exact, légalement irréprochable. Mais la mort de Thomas eut un effet catalyseur sur la population esclave de Bellerive. Thomas avait été une figure de stabilité, un lien avec l'époque des parents d'Augustin, un rappel qu'il avait existé un temps, certes pas bon, mais relativement moins terrible avant le règne du garçon. Sa mort brisait ce dernier lien avec le passé. De plus, la manière dont Thomas était mort, résultat direct d'une punition disproportionnée pour un accident mineur, rendait brutalement clair que personne n'était en sécurité, que même des décennies de service fidèle ne protégeaient pas de la cruauté arbitraire d'Augustin. Dans la nuit qui suivit la mort de Thomas, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les esclaves, qui vivaient normalement sous un silence terrifié, commencèrent à parler entre eux. Pas ouvertement, pas bruyamment, mais par chuchotement discret dans l'obscurité des cabanes. Un consensus émergea. Ils devaient faire quelque chose. Mais quoi? Une rébellion ouverte était impensable. Elle serait écrasée immédiatement, et les représailles seraient terribles. Une évasion de masse était impossible logistiquement. Appeler les autorités externes, les lois de l'époque donnaient peu de protection aux esclaves contre les abus de leurs maîtres. Un esclave nommé Isaac, un homme intelligent d'une 30aine d'années qui travaillait comme menuisier sur la propriété, proposa une idée différente. Il connaissait un prédicateur méthodiste noir libre nommé Josiah qui voyageait dans la région, officiellement pour prêcher aux communautés d'esclaves avec la permission de leur maître, mais qui servait aussi de messager discret entre plantations. Si Isaac pouvait trouver un moyen de contacter Josiah, peut-être que le prédicateur pourrait transmettre des informations sur les conditions réelles à Bellerive à quelqu'un qui s'en soucierait.
un abolitionniste nordiste, un journaliste, quelqu'un. C'était un plan désespéré, avec peu de chances de succès. Mais c'était le seul qu'ils avaient. Isaac attendit son opportunité. En août, Augustin l'envoya en ville pour acheter des fournitures auprès d'un fournisseur de bâtons rouges. Isaac avait un laissez-passer approprié signé par Augustin, l'autorisant à se déplacer seul pour cette tâche spécifique. Pendant qu'il était en ville, Isaac réussit à glisser un message à un autre esclave qui connaissait Josiah, lui demandant de transmettre une requête de rencontre urgente. 2 semaines plus tard, par un dimanche après-midi, le seul jour où les esclaves avaient quelques heures de repos, Josiah arriva à Belle-Rive. Officiellement, il venait tenir un service religieux pour les esclaves, une pratique que même Augustin devait tolérer pour maintenir les apparences de respectabilité chrétienne. Josiah prêcha un sermon passionné sur la patience face aux épreuves et la promesse d'une meilleure vie dans l'au-delà. Augustin, qui observait depuis la galerie de la grande maison, ne vit rien d'inhabituellement subversif dans le message. Mais après le sermon, tandis que les esclaves se dispersaient, Isaac réussit à avoir une conversation brève mais intense avec Josiah. Il décrivit les conditions à Belle-Rive, la cruauté méthodique d'Augustin, la mort de Thomas. Il supplia Josiah de trouver un moyen d'aider, de faire savoir au monde extérieur ce qui se passait réellement. Josiah promit de faire ce qu'il pouvait, bien qu'il fût lucide sur les limitations de son influence. Mais il connaissait un journaliste abolitionniste à Cincinnati, dans l'Ohio, qui documentait les horreurs de l'esclavage. Peut-être qu'un témoignage sur Belle-Rive pourrait servir la cause abolitionniste. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est qu'un jeune esclave nommé Peter, qui avait été recruté par Augustin comme informateur en échange de minuscules privilèges, avait observé la conversation entre Isaac et Josiah. Peter, tiraillé entre la loyauté envers sa communauté et la peur de la punition s'il ne rapportait pas ce qu'il avait vu, choisit finalement la peur. Cette nuit-là, il informa Augustin de ce qu'il avait observé. La réaction d'Augustin fut caractéristique de sa méthodologie. Pas de colère explosive, pas de punition immédiate. Au lieu de cela, il attendit, observa, planifia. Pendant 2 semaines, il ne fit rien d'inhabituel. Isaac commença à croire que Peter n'avait rien dit, ou qu'Augustin n'avait pas compris la signification de la conversation avec Josiah. Cette fausse sécurité faisait partie du plan. Puis, début septembre, Augustin convoqua Isaac à la grande maison sous prétexte de discuter d'un nouveau projet de menuiserie. Une fois à l'intérieur, il confronta Isaac avec ce qu'il savait. Isaac, pris au piège, nia d'abord, puis, face à l'évidence, admit avoir parlé avec Josiah. Il s'attendait à une punition terrible, peut-être même mortelle. Au lieu de cela, Augustin fit quelque chose d'encore plus perturbant. Il dit calmement à Isaac qu'il comprenait l'impulsion, que les conditions avaient effectivement été difficiles, que peut-être il avait été trop dur. Il promit d'améliorer les choses. Il donna à Isaac une position privilégiée comme contremaître assistant, avec des rations augmentées et un logement meilleur. Isaac, déconcerté et méfiant, n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Ce que fit ensuite Augustin illustrait parfaitement sa compréhension sophistiquée du contrôle psychologique. Il utilisa Isaac comme exemple pour les autres esclaves. « Regardez, semblait-il dire, ceux qui coopèrent sont récompensés. La résistance est inutile, mais la collaboration apporte des bénéfices. » Simultanément, il fit discrètement passer le mot que toute nouvelle tentative de contact avec l'extérieur serait punie non pas individuellement, mais collectivement. Si quelqu'un tentait de révéler les conditions à Belle-Rive, tous en souffriraient. Cette stratégie transformait la communauté d'esclaves en gardienne de prison de ses propres membres. Chacun devait surveiller les autres, non par loyauté envers Augustin, mais par peur des conséquences collectives. Pendant ce temps, à l'extérieur de Belle-Rive, le message d'Isaac avait effectivement atteint le journaliste abolitionniste de Cincinnati, un homme nommé Richard Wendell.
Wendell était un adversaire passionné de l'esclavage qui publiait régulièrement des exposés sur les horreurs du système dans son journal The Liberty Herald. Le témoignage transmis par Josiah intrigua Wendell. L'histoire d'un garçon de 13 ans, dirigeant une plantation avec une cruauté systématique, avait un aspect presque mythique qui pourrait capturer l'attention du public nordiste. Il décida d'investiguer plus avant. En octobre 1838, Wendell voyagea en Louisiane sous un faux prétexte, se présentant comme un businessman du Nord intéressé par l'investissement dans le coton. Il visita plusieurs plantations dans la région de Bâton Rouge, dont Belle-Rive. Augustin le reçut avec une courtoisie parfaite. Il fit visiter la propriété à Wendell, expliquant les opérations avec une sophistication impressionnante pour son âge. Les champs étaient bien entretenus, les bâtiments en bon état. Les esclaves que Wendell observa travaillaient avec une efficacité visible. Mais Wendell, habitué à détecter les signes de maltraitance dissimulés, nota plusieurs détails troublants. Les esclaves évitaient le contact visuel de manière inhabituellement marquée. Ils se déplaçaient avec une précision presque mécanique, comme des automates. Et il y avait dans l'air une tension palpable, une peur sourde qui imprégnait chaque interaction. Il tenta de parler discrètement avec quelques esclaves, mais aucun n'accepterait de dire quoi que ce soit au-delà de réponses monosyllabiques. La peur était trop profonde. Wendell quitta Belle-Rive avec suffisamment d'observations pour écrire un article, mais sans preuve concrète d'abus spécifiques. Il savait que publier des accusations sans fondement solide risquait des poursuites en diffamation, et il était déjà une cible des sympathisants sudistes de l'esclavage. Il décida d'attendre, d'accumuler plus d'informations, de construire un cas plus solide. Cette décision se révéla fatale pour les esclaves de Belle-Rive. Augustin, perspicace malgré son jeune âge, avait détecté la suspicion de Wendell. Après le départ du journaliste, il intensifia ses mesures de contrôle. Il isola encore plus la plantation du monde extérieur, limitant les contacts avec les esclaves d'autres propriétés, surveillant obsessivement toute communication potentielle. L'hiver de 1838 à 1839 fut le plus sombre dans l'histoire de Belle-Rive. Augustin, peut-être stimulé par la peur d'être exposé, ou peut-être simplement en suivant la logique implacable de son système, poussa son régime à des extrêmes nouveaux. Les rations furent réduites au minimum absolu. Les quotas de travail augmentèrent encore. Les punitions pour infractions mineures devinrent plus sévères et plus fréquentes. Entre novembre 1838 et mars 1839, 9 esclaves moururent à Belle-Rive. Officiellement, les causes incluaient la pneumonie, l'épuisement, des accidents de travail. Toutes plausibles individuellement, mais collectivement, elles suggéraient un taux de mortalité bien au-dessus de la normale, même pour les standards brutaux de l'époque. Ces morts commencèrent finalement à attirer une attention officielle. Le docteur Renaud, appelé pour certifier plusieurs décès, devint de plus en plus inquiet. Il écrivit une lettre formelle à Hébert, exprimant ses préoccupations sur les conditions sanitaires à Belle-Rive. Hébert, pris entre ses obligations légales et ses intérêts financiers, décida qu'il devait au moins faire une inspection approfondie de la propriété. En mars 1839, il se rendit à Belle-Rive sans préavis, accompagné du docteur Renaud. Ce qu'ils découvrirent lors de cette visite surprise força finalement une confrontation avec la réalité de ce qui se passait à Belle-Rive. Climax. L'arrivée non annoncée d'Hébert et Renaud un matin de mars 1839 prit Augustin par surprise. Pour la première fois depuis qu'il avait pris le contrôle de la plantation, il ne put préparer une façade minutieuse. Les deux hommes trouvèrent les quartiers des esclaves dans un état déplorable. Plusieurs cabanes montraient des signes de délabrement avancé, avec des toits qui fuyaient et des murs fissurés offrant peu de protection contre les éléments. L'infirmerie, censée fournir des soins de base aux malades, était sale et manquait de fournitures médicales élémentaires. Mais plus troublant encore furent les esclaves eux-mêmes. Renaud, en sa qualité de médecin, insista pour examiner plusieurs individus.
Il découvrit des signes de malnutrition chronique, des blessures mal soignées et des symptômes de stress psychologique sévères. Plusieurs esclaves montraient des tics nerveux, des tremblements, une hypervigilance extrême. Une femme nommée Myriam, qui avait perdu son mari lors de l'hiver précédent, accepta finalement de parler, peut-être par désespoir, peut-être parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. En présence d'Hébert et Renaud, loin d'Augustin, elle décrivit avec des mots hésitants mais bouleversants la réalité de la vie sous le règne du garçon. Elle parla des punitions arbitraires, de l'impossibilité de satisfaire les demandes contradictoires, de la manière dont Augustin les dressait les uns contre les autres. Elle raconta comment son mari était mort, officiellement d'une pneumonie, mais en réalité après avoir été forcé de travailler dans des conditions impossibles malgré sa maladie évidente. Hébert et Renaud écoutèrent, leur malaise croissant avec chaque révélation. Ils interrogèrent d'autres esclaves, et bien que la plupart restent terrifiés de parler, quelques-uns corroborèrent le témoignage de Myriam dans ses grandes lignes. Lorsqu'ils confrontèrent Augustin, le garçon réagit avec un calme déconcertant. Il reconnut que les conditions avaient été difficiles pendant l'hiver, mais attribua cela aux rigueurs économiques et aux circonstances climatiques exceptionnelles. Il produisit ces registres méticuleusement tenus, montrant que les dépenses pour la nourriture et les fournitures étaient dans les normes pour une plantation de cette taille. Techniquement, il avait raison. Les chiffres sur papier ne révélaient rien d'illégal. Le système d'esclavage lui-même était légal, et les lois offraient peu de protection aux esclaves contre les abus de leurs maîtres tant que ceux-ci restaient dans certaines limites floues. Mais Hébert et Renaud ne pouvaient ignorer ce qu'ils avaient vu et entendu. Ils se retirèrent pour discuter en privé. Hébert était dans une position impossible. Augustin était techniquement sous sa tutelle légale, mais cette tutelle était essentiellement nominale. Le garçon était le propriétaire légal de Bellerive, et tant qu'il ne commettait pas de crime manifeste, Hébert avait peu de pouvoir pour intervenir directement dans la gestion de la propriété. De plus, Hébert était conscient que toute action contre Augustin serait compliquée par les attitudes sociales de l'époque. Beaucoup de planteurs considéreraient une intervention dans les affaires d'une plantation privée comme une intrusion inacceptable, même si elle était motivée par des préoccupations humanitaires. Néanmoins, les deux hommes s'accordèrent sur le fait que la situation ne pouvait continuer ainsi. Ils décidèrent d'un compromis. Hébert utiliserait son autorité de tuteur pour imposer certaines réformes immédiates. Les rations devaient être augmentées. L'infirmerie devait être correctement équipée. Le taux de mortalité devait baisser. Et surtout, Augustin devait embaucher un contremaître adulte expérimenté pour superviser les opérations quotidiennes, réduisant ainsi le contrôle direct du garçon sur les esclaves. Quand ils présentèrent ces exigences à Augustin, le garçon de 13 ans les écouta sans émotion apparente. Il ne protesta pas, ne se défendit pas. Il accepta calmement toutes les conditions. Hébert et Renaud quittèrent Bellerive en se disant qu'ils avaient de fait ce qu'ils pouvaient dans les limites du système. Ils ne réalisèrent pas à quel point leur intervention était arrivée trop tard, ni comment elle allait précipiter l'effondrement final du régime d'Augustin. Dans les semaines qui suivirent, Augustin mit effectivement en œuvre les réformes demandées. Il augmenta les rations. Il fit réparer l'infirmerie et commander des fournitures médicales. Il embaucha même un contremaître, un homme nommé William Gaines, qui avait de l'expérience dans plusieurs plantations de la région. Mais pour ceux qui connaissaient Augustin, ces changements semblaient trop faciles, trop rapides. Le garçon qui avait passé 2 ans à construire méthodiquement un système de contrôle total ne l'abandonnerait pas simplement parce qu'on le lui demandait. Les esclaves, initialement soulagés par l'amélioration des conditions, restèrent néanmoins méfiants. Ils avaient appris à ne jamais faire confiance aux apparences sous le règne d'Augustin. Leur méfiance se révéla justifiée. En avril 1839, William Gaines démissionna brusquement de son poste après seulement 1 mois de travail. Dans une lettre qu'il envoya à Hébert, expliquant sa décision, Gaines écrivit quelque chose de révélateur. « Je ne peux pas continuer à travailler sous cet enfant.
Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans sa manière de regarder les gens, comme s'il les étudiait, comme s'il attendait quelque chose. Les esclaves le craignent d'une manière que je n'ai jamais vue ailleurs, et après un mois en sa présence, je commence à comprendre pourquoi. Gaines refusa d'élaborer davantage, et Hébert ne put le convaincre de rester ou même de témoigner plus spécifiquement contre Augustin. Le départ de Gaines laissa Bellerive sans contremaître adulte. Augustin promit d'en embaucher un autre, mais les semaines passèrent sans qu'il le fasse. Les conditions commencèrent lentement à se détériorer à nouveau, glissant imperceptiblement vers les normes terribles de l'hiver précédent. Pendant ce temps, Richard Wendell, à Cincinnati, n'avait pas oublié Bellerive. Il avait continué à recueillir des informations, contactant discrètement d'autres sources en Louisiane. En mai 1839, il publia enfin un article dans The Liberty Herald, intitulé « L'enfant tyran », un portrait de la cruauté systématique dans les plantations du Sud. L'article ne nommait pas explicitement Bellerive ou Augustin. Wendell était assez prudent pour éviter des accusations directes qui auraient pu entraîner des poursuites judiciaires. Mais il décrivait en détail une plantation dirigée par un adolescent où les esclaves vivaient sous un régime de terreur psychologique sophistiqué. L'article causa une certaine agitation dans les cercles abolitionnistes du Nord. Il fut republié dans plusieurs journaux, suscitant des débats sur la nature corruptrice du pouvoir absolu et les dangers moraux du système d'esclavage. Mais dans le Sud, et particulièrement en Louisiane, la réaction fut différente. Beaucoup de planteurs le rejetèrent comme de la propagande abolitionniste typique, exagérée et déformée. Certains admirèrent même secrètement l'efficacité supposée d'un si jeune maître. Néanmoins, l'article attira une attention indésirable sur la région de Bâton Rouge, et certains commencèrent à identifier Bellerive comme la plantation probablement décrite. Les commérages circulèrent dans les salons créoles de la Nouvelle-Orléans. Armand Dufresne, l'oncle maternel d'Augustin, lut l'article et reconnut avec une inquiétude croissante des détails qui correspondaient à ce qu'il avait vaguement perçu lors de sa visite à Bellerive. Il décida qu'il devait intervenir plus directement. En juin 1839, Armand retourna à Bellerive, cette fois sans prévenir et accompagné d'un avocat de la Nouvelle-Orléans nommé Henri Lavaux. Son intention était d'évaluer sérieusement la situation et, si nécessaire, de contester légalement la capacité d'Augustin à gérer la propriété. Ce qu'il découvrit lors de cette deuxième visite dissipa tous les doutes qui auraient pu subsister. Armand et Lavaux arrivèrent tôt un matin et insistèrent pour inspecter immédiatement les quartiers des esclaves. Augustin, pris à nouveau par surprise, n'eut d'autre choix que d'accepter, bien qu'il tentât de retarder la visite jusqu'à l'après-midi. Ce qu'Armand vit le choqua profondément. Malgré les réformes supposément mises en place, les conditions restaient déplorables. Les esclaves étaient émaciés, terrorisés. Lorsqu'Armand tenta de leur parler, ils refusaient même de le regarder, fixant le sol avec une intensité qui trahissait une peur viscérale. Dans l'une des cabanes, Armand trouva 3 enfants, tous de moins de 10 ans, apparemment malades mais sans supervision ni soins. Lorsqu'il demanda pourquoi ils n'étaient pas à l'infirmerie, un esclave répondit dans un murmure à peine audible que le maître avait dit qu'il simulait pour éviter le travail. Armand, un homme qui avait vécu toute sa vie dans une société esclavagiste et qui n'avait jamais particulièrement questionné le système, se retrouva face à quelque chose qui dépassait même les normes brutales qu'il considérait comme normales. Ce n'était pas simplement de la dureté ou de la cruauté ordinaire, c'était une terreur systématique, une déshumanisation méthodique. De retour à la grande maison, Armand confronta Augustin. Pour la première fois, le garçon sembla perdre son calme habituel. Il tenta de se justifier, d'expliquer les nécessités économiques, de minimiser ce qu'Armand avait vu. Mais Armand, appuyé par Lavaux qui documentait tout méticuleusement, ne se laissa pas détourner. Il annonça à Augustin qu'il allait pétitionner le tribunal pour obtenir la pleine tutelle de son neveu et prendre le contrôle de Bellerive. La réaction d'Augustin fut révélatrice. Pas de colère, pas de plaidoirie.
Juste un regard froid, calculateur, comme s'il évaluait déjà ses options, planifiait ses contre-mesures. Armand et Lavaux quittèrent Bellerive le jour même, emportant avec eux des témoignages écrits de plusieurs esclaves que Lavaux avait réussi à convaincre de parler en promettant qu'ils seraient protégés de représailles. Dans les jours qui suivirent leur départ, quelque chose se brisa définitivement à Bellerive. Augustin savait que son monde soigneusement construit s'effondrait. La pétition de son oncle aurait presque certainement du succès, étant donné les témoignages accumulés et l'attention publique grandissante. Il allait perdre le contrôle de la plantation, être placé sous tutelle stricte, peut-être même être envoyé dans un internat loin de la Louisiane. Sa réaction fut typique de sa psychologie déformée. Si son système devait s'effondrer, il le démantèlerait lui-même selon ses propres termes. Ce qui se passa exactement pendant les 2 semaines entre la visite d'Armand et le 4 juillet 1839 reste partiellement obscur, car peu de témoins acceptèrent jamais de parler de cette période en détail. Mais les fragments qui émergèrent plus tard peignent un tableau terrifiant. Augustin sembla abandonner toute prétention de contrôle rationnel. Les punitions devinrent plus fréquentes, plus sévères, plus arbitraires. Il convoquait des esclaves au hasard pour des infractions imaginaires. Il réduisit drastiquement les rations, puis les augmentait soudainement, créant un chaos psychologique complet. Les esclaves, sentant que quelque chose d'horrible approchait, devinrent de plus en plus terrifiés. Certains parlèrent plus tard d'un changement dans les yeux d'Augustin, comme si le garçon avait franchi une ligne invisible entre la cruauté méthodique et quelque chose de plus fondamentalement brisé. Le 3 juillet au soir, Augustin rassembla tous les esclaves dans la cour centrale. Il était près de 8 heures, le soleil commençait à peine à descendre, la chaleur restait oppressive. 134 esclaves, le nombre avait diminué depuis le début de son règne, se tenaient devant lui, attendant avec une terreur anticipatoire. Augustin monta sur l'estrade habituelle. Il resta silencieux pendant un long moment, les regardant un par un avec cette intensité troublante qui les glaçait tous. Puis il parla, et ce qu'il dit choqua même ceux qui pensaient avoir tout vu de sa cruauté. Il annonça que la plantation allait être vendue, que lui-même serait envoyé vivre avec sa famille à la Nouvelle-Orléans, et que tous les esclaves seraient vendus séparément à différents acheteurs à travers le Sud, les familles dispersées, les liens brisés. Cette annonce était stratégique, conçue pour infliger une dernière blessure psychologique profonde. La séparation des familles était l'une des terreurs les plus profondes du système esclavagiste, et Augustin l'utilisait maintenant comme une punition finale et collective. Mais ce qu'il fit ensuite dépassa même cette cruauté. Il sortit un document qu'il prétendait être la liste des ventes futures. Il commença à la lire à voix haute, nommant des esclaves et les destinations supposées où ils seraient envoyés. Certains iraient dans les champs de coton du Mississippi profond, connus pour leurs conditions encore pires que la Louisiane. D'autres seraient vendus aux plantations de canne à sucre, un travail si brutal que peu survivaient longtemps. Les enfants seraient séparés de leurs parents, les époux séparés de leurs épouses. La liste était probablement fictive, les ventes n'avaient pas encore été organisées, mais pour les esclaves terrorisés qui l'écoutaient, elles devenaient réalité dans leurs esprits. L'effet fut dévastateur. Plusieurs personnes s'effondrèrent en larmes. Des mères serraient désespérément leurs enfants. Des hommes qui s'étaient tenus stoïques face à des mois de brutalité brisèrent finalement. Augustin observait tout cela avec une expression que plusieurs survivants décrivirent plus tard comme proche de la fascination, comme un enfant observant des insectes dans un bocal. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Un esclave nommé Daniel, un homme costaud d'environ 25 ans qui avait toujours été parmi les plus silencieux et les plus soumis, brisa soudainement la paralysie collective. Il poussa un cri, un hurlement de rage et de désespoir accumulés, et se précipita vers l'estrade où se tenait Augustin. Le temps sembla se suspendre. Les autres esclaves, choqués, regardèrent Daniel franchir la distance entre la foule et le jeune maître en quelques secondes. Augustin, surpris pour une fois, recula d'un pas.
Mais Daniel ne cherchait pas à l'attaquer physiquement. Au lieu de cela, il s'arrêta au pied de l'estrade et cria « Non, plus maintenant, nous ne sommes pas vos jouets, nous ne sommes pas vos expériences. » Ce moment de défiance ouverte, aussi bref fut-il, brisa quelque chose dans l'atmosphère de Bellerive. Soudain, d'autres voix s'élevèrent, pas beaucoup, peut-être une dizaine, mais suffisamment pour créer un bruit qui n'avait jamais existé auparavant sous le règne d'Augustin. Le bruit de la résistance collective. Les mots étaient confus, entremêlés, mais leur message était clair. Assez. Ils ne pouvaient peut-être pas s'échapper. Ils ne pouvaient peut-être pas se battre efficacement. Mais ils pouvaient au moins refuser de continuer à jouer le jeu psychologique d'Augustin. Augustin, pour la première fois depuis qu'il avait pris le contrôle de la plantation, sembla véritablement déstabilisé. Son système de contrôle dépendait de l'isolement psychologique des esclaves, de leur incapacité à agir collectivement. Cette soudaine manifestation d'unité, aussi fragile soit-elle, représentait l'effondrement de son architecture de pouvoir. Il quitta précipitamment l'estrade et se retira dans la grande maison sans un mot supplémentaire. Cette nuit-là, les esclaves ne dormirent pas. Ils restèrent ensemble dans la cour, parlant pour la première fois en 2 ans avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver, mais quelque chose avait changé fondamentalement. Le lendemain matin, 4 juillet 1839, Maître Hébert arriva à Bellerive accompagné du shérif de la paroisse et d'Armand Dufresne. Il venait exécuter l'ordonnance préliminaire du tribunal qui plaçait temporairement Bellerive sous administration judiciaire en attendant l'audience complète sur la tutelle. Ils trouvèrent la plantation dans un état chaotique. Les esclaves, incertains de ce qui était permis maintenant, avaient cessé de travailler et attendaient des instructions. Augustin était barricadé dans le bureau de son père. Lorsqu'Hébert et les autres réussirent finalement à le faire sortir, ils découvrirent que le garçon de 13 ans avait passé la nuit à brûler ses cahiers personnels. Des piles de cendres remplissaient la cheminée du bureau. Seuls quelques fragments échappèrent à la destruction, préservés par hasard lorsque certaines pages tombèrent derrière le bureau et ne furent découvertes que des années plus tard, lors d'une rénovation. Ces fragments, conservés aujourd'hui dans les archives universitaires sous une classification spéciale, offrent un aperçu terrifiant de la psychologie d'Augustin. Les entrées mélangent des observations froides sur l'optimisation du rendement humain, avec des passages qui révèlent une conscience troublante de ce qu'il faisait. Dans une entrée datée de février 1839, il écrivit « Père disait que les esclaves ne sont pas vraiment des personnes, mais je sais qu'ils le sont. C'est précisément parce qu'ils sont des personnes que ce que je fais fonctionne. Si c'était simplement des animaux, ils ne réagiraient pas de la même manière. L'espoir, la peur, l'amour, ces choses n'existent que chez les personnes. Et c'est ce qui les rend contrôlables. » Ce passage et d'autres similaires révèlent quelque chose de plus complexe et de plus troublant qu'une simple cruauté enfantine. Augustin savait exactement ce qu'il faisait, comprenait pleinement l'humanité de ses victimes et utilisait précisément cette compréhension pour perfectionner sa domination. Résolution, enserrement. Augustin Bellerive fut retiré de la plantation le 4 juillet 1839 et placé sous la tutelle stricte de son oncle Armand Dufresne à la Nouvelle-Orléans. Bellerive elle-même fut mise sous administration judiciaire pendant que les tribunaux démêlaient la situation légale complexe. Les mois qui suivirent virent une série d'audiences et d'investigations. Le tribunal paroissial ordonna une enquête complète sur les conditions à Bellerive. Le docteur Renaud examina tous les esclaves survivants et documenta leurs conditions physiques et psychologiques. Des témoignages furent recueillis, bien que beaucoup d'esclaves restèrent trop terrifiés pour parler ouvertement. L'enquête révéla un bilan troublant. Pendant les 2 ans et demi du règne d'Augustin, 17 esclaves étaient morts, un taux de mortalité 3 fois supérieur à la moyenne régionale déjà élevée. Des dizaines d'autres portaient les marques physiques et psychologiques de leur épreuve. Mais malgré ces découvertes, les conséquences pour Augustin furent remarquablement limitées. Le système légal de l'époque offrait peu de recours pour les esclaves contre les abus de leurs maîtres.
Techniquement, Augustin n'avait commis aucun crime selon les lois de la Louisiane de 1839. L'esclavage était légal, et tant que les méthodes de contrôle restaient dans certaines limites floues, les maîtres jouissaient d'une impunité presque totale. Le tribunal décida finalement qu'Augustin avait démontré une incapacité à gérer la propriété de manière responsable et confirma la tutelle complète d'Armand Dufresne jusqu'à ce qu'Augustin atteigne la majorité à 21 ans. Bellerive serait gérée par un administrateur professionnel avec les profits versés dans un trust pour Augustin. Mais il n'y eut aucune accusation criminelle, aucune punition formelle. Aux yeux de la loi, Augustin avait simplement été un gestionnaire inefficace, pas un tyran criminel. Les esclaves de Bellerive, quant à eux, furent dispersés. Armand, horrifié par ce qu'il avait découvert et peu désireux de continuer à bénéficier directement du système d'esclavage, vendit la majorité d'entre eux à différents acheteurs avec l'instruction de ne pas séparer les familles. C'était un geste relativement humain selon les standards de l'époque, mais qui restait fondamentalement limité par les contraintes du système esclavagiste lui-même. Certains des esclaves vendus emportèrent avec eux les traumatismes de leur temps à Bellerive. Des décennies plus tard, lors des interviews menées après la guerre civile, quelques survivants acceptèrent de parler de leur expérience, bien que la plupart restent réticents, comme si même le souvenir était trop douloureux à revisiter. Jonas, dont nous avons mentionné le témoignage plus tôt, termina son récit avec ces mots bouleversants. « Les gens du Nord pensent que l'esclavage c'était juste le fouet et les chaînes. Mais le pire, c'était ce qu'il faisait à ton esprit, à ton âme. Ce garçon, il avait compris ça mieux que des hommes 3 fois son âge. Il savait que si tu brises l'esprit d'une personne, tu n'as même pas besoin de chaînes. » Quant à Augustin lui-même, son histoire après son retrait de Bellerive devient étrangement obscure. Les registres montrent qu'il vécut à la Nouvelle-Orléans sous la supervision stricte d'Armand pendant plusieurs années. Il fut inscrit à un pensionnat privé réputé, où il aurait été un élève brillant mais socialement isolé. En 1843, à l'âge de 18 ans, Augustin quitta soudainement la Nouvelle-Orléans. Certains documents suggèrent qu'il voyagea en France, prétendument pour renouer avec la famille paternelle. D'autres sources indiquent qu'il se rendit plutôt dans le Nord, possiblement sous un nom d'emprunt. Après 1843, les traces documentaires d'Augustin Bellerive deviennent fragmentaires et contradictoires. Certains registres suggèrent qu'il mourut en France en 1850 de la tuberculose. D'autres documents impliquent qu'il vécut jusque dans les années 1860, quelque part dans le Midwest américain, sous une identité différente. Cette incertitude même est troublante. Comment un individu qui posséda une plantation de 2000 hectares peut-il simplement disparaître des registres historiques? Certains historiens ont suggéré qu'Armand, horrifié par les actions de son neveu et craignant que l'histoire de Bellerive ne ternisse définitivement la réputation de la famille Dufresne, fit des efforts délibérés pour effacer les traces d'Augustin. La plantation Bellerive elle-même changea de main plusieurs fois dans les décennies suivantes. Les nouveaux propriétaires, conscients de la réputation sulfureuse de la propriété, tentèrent de la dissocier de son passé. Le nom fut changé en Riverside Plantation dans les années 1850. Pendant la guerre civile, la propriété fut brièvement occupée par les troupes de l'Union, puis retourna à un usage agricole après la guerre. Avec l'abolition de l'esclavage, le modèle économique des grandes plantations s'effondra, et Riverside déclina progressivement. Au début du XXe siècle, la grande maison tombait en ruine. Les anciens quartiers des esclaves avaient été démolis depuis longtemps. En 1923, la propriété fut subdivisée et vendue en parcelles plus petites. Aujourd'hui, l'emplacement de l'ancienne plantation Bellerive est occupé par des fermes modernes, des résidences rurales et quelques sections de terre retournées à l'état sauvage. Rien ne marque l'endroit comme le site d'un des épisodes les plus troublants de l'histoire de l'esclavage américain. Les archives de Bellerive, conservées partiellement à l'Université d'État de Louisiane, restent peu étudiées.
Les cahiers fragmentaires d'Augustin sont classés dans une section spéciale, accessible uniquement sur permission spéciale et pour des recherches académiques approuvées. Peu d'historiens ont eu le courage de les examiner en détail. Un historien qui les consulta dans les années 1980 écrivit dans ses notes personnelles « Ces documents sont parmi les plus troublants que j'ai rencontrés dans ma carrière. Ils révèlent une intelligence précoce, appliquée aux fins les plus sombres. Une compréhension sophistiquée de la psychologie humaine utilisée pour perfectionner la domination totale. Ils nous forcent à confronter une vérité inconfortable. La cruauté systématique n'est pas toujours le produit de l'ignorance ou de la passion, mais peut émaner d'une rationalité froide et calculatrice. L'histoire d'Augustin Bellerive et de sa plantation soulève des questions troublantes qui résonnent bien au-delà de son contexte historique spécifique. Comment un enfant de 12 ans peut-il développer une capacité de cruauté aussi méthodique? Était-ce le produit de l'éducation brutale qu'il reçut de son père, transformant un garçon ordinaire en monstre? Ou révélait-il quelque chose de plus fondamental sur la nature humaine, sur ce qui se passe quand un individu, même très jeune, reçoit un pouvoir absolu sur d'autres êtres humains? Le système d'esclavage américain était lui-même une machine de déshumanisation et de cruauté à l'échelle massive. Augustin n'en était qu'un produit extrême, mais aussi révélateur. Il démontra avec une clarté troublante comment le pouvoir absolu, même dans les mains d'un enfant, peut produire une oppression sophistiquée et psychologiquement dévastatrice. Certains pourraient arguer qu'Augustin était une aberration, un cas unique de pathologie précoce. Mais cette interprétation serait trop rassurante. En vérité, Augustin n'inventa rien. Toutes les méthodes qu'il utilisa, la manipulation psychologique, l'isolation sociale, l'imprévisibilité stratégique, la transformation des victimes en complices de leur propre oppression, existaient déjà dans le système d'esclavage plus large. Il les perfectionna simplement avec une efficacité inhabituelle et une documentation méticuleuse. Les esclaves de Bellerive vécurent et moururent, leurs souffrances largement oubliées par l'histoire officielle. Leurs noms survivent dans quelques registres d'archives, mais leurs voix, leurs peurs, leurs espoirs restent largement silencieux. Les témoignages fragmentaires qui ont survécu offrent seulement des aperçus de ce qu'ils endurèrent. C'était à final, intégré naturellement. Voilà l'histoire troublante de la plantation Bellerive et de son jeune maître, Augustin. Les documents existent, fragmentés et dispersés dans diverses archives. Les témoignages survivent, rares et incomplets. Mais la vérité complète reste insaisissable, enterrée sous des décennies d'efforts pour effacer cet épisode embarrassant de l'histoire. Croyez-vous que tout cela s'est vraiment passé? Commentez vos pensées ci-dessous. Abonnez-vous pour plus d'histoires historiques troublantes et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par les recoins sombres du passé. Car peut-être que la leçon la plus importante de l'histoire d'Augustin Bellerive n'est pas simplement qu'elle s'est produite, mais qu'elle pourrait se reproduire chaque fois que nous donnons à quelqu'un, enfant ou adulte, un pouvoir absolu sur d'autres êtres humains, sans supervision, sans contrainte, sans empathie. L'histoire de Bellerive nous rappelle que les monstres ne sont pas toujours nés. Parfois, ils sont fabriqués par les systèmes que nous créons, les valeurs que nous enseignons et le pouvoir que nous permettons d'exister sans limite. Et cette vérité, plus que tout autre, continue de résonner à travers les décennies, nous mettant en garde contre les dangers du pouvoir absolu, quelle que soit la main qui le détient.